Luc Ferry, bonjour. Bonjour André. Luc Ferry, d'abord, le sous-titre, c'est effectivement comment y préparer nos enfants. Vous savez, c'est la fameuse phrase « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?» Et à quels enfants allons-nous laisser le monde Voilà. C'était Chaim Semproul qui disait « À quels enfants nous allons laisser le monde ?» Oui. Ce qui est aussi une question. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, entre autres, c'est que effectivement aujourd'hui, vous prenez quand même, et d'ailleurs vous avez souligné les dangers, vous dites mais attendez, ça se passe quand même pas mal. Arrêtez les déclinologues, arrêtez le pessimiste, on est fichu, tout est fichu. Attendez, et vous avez commencé à recontextualiser, c'est le cas de le dire, et à remettre les choses en place. Mais la question que je vous pose, et de ce point de vue, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les faits, on voit bien d'où on sort, parce qu'il ne faut pas regarder à l'aune des 3 derniers mois, et même des 30 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses avant, et jamais l'Europe n'a été quelque part aussi, je dirais, affluente, pour parler comme les Américains. Mais que dites-vous à quelqu'un, un lecteur, par exemple, qui vous dit, écoutez, c'est très gentil tout ça, mais moi, par exemple, voilà mes problèmes, voilà ce que j'ai, voilà l'islamisation, voilà les fins de mois, voilà la dette, voilà quelqu'un, je parle du président ou autre qui ne s'occupe pas de moi, voilà mes problèmes. Alors c'est très bien, vous me dites qu'on est mieux qu'avant, mais ça ne résout pas mon problème. D'abord, je lui dis qu'il a entièrement raison. Simplement, quand on rappelle l'histoire, l'espérance de vie des Français en 1900, elle est de 45 ans. À ma naissance, en 1951, elle est de 62 ans. Aujourd'hui, elle est de 81 ans. On guérit des cancers qui étaient mortels il y a encore 5 ans. Je parlais l'autre jour avec un des patrons de Gustave Roussy sur l'immunothérapie, un jeune homme d'ailleurs absolument passionnant, et il m'expliquait, par exemple, sur certains cancers comme les mélanomes les plus graves, on arrive vraiment à 30% de guérison. Bon, donc il y a des progrès. Le SMIC de 1975 est inférieur au RSA d'aujourd'hui, donc la liberté des femmes, enfin bon, moi je pense qu'il n'y a pas d'homme libre sans femme libre, tout ça voilà, a progressé de manière absolument extraordinaire. Le droit de vote des femmes, c'est 45. C'est très récent, voilà. Alors évidemment, le rappel à l'histoire n'est pas fait pour dire aux gens tout va bien, parce que ils ont les problèmes que vous venez d'évoquer sont absolument réels. C'est fait simplement pour dire qu'on est dans une mauvaise passe, c'est-à-dire qu'on est dans une, notamment en ce qui concerne l'Europe, on est dans une très mauvaise passe parce qu'on a affaire à un monde dans lequel il y a 2 géants qui sont en train de nous dominer de la tête et les épaules, les GAFAMI américains et les BATX chinois. En gros, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, et puis l'équivalent chinois qui sont encore plus puissants que les Américains, sont aujourd'hui plus puissants que des États et souvent plus riches que les États. Et par rapport à ça, l'Europe est très divisée, ce pourquoi nous plaidons tous les deux, d'ailleurs comme mon ami Christian Saint-Étienne, moi je cite toujours mes sources, qui a écrit un très grand livre sur l'Europe, pour une Europe à 10 ou 12 pour la vieille Europe. C'est-à-dire l'élargissement a été une catastrophe, le traité de Maastricht a été une deuxième catastrophe, on a autorisé le dumping social et le dumping fiscal, donc la désunion européenne. L'impôt sur les sociétés en Irlande est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que Uber aille payer ses impôts en France ? Tant qu'on n'aura pas, d'ailleurs c'était déjà la thèse de Giscard et Schmitt, tant qu'on n'aura pas une harmonisation fiscale et sociale, qui n'existe pas. Et donc voilà, l'Europe sera un nain de jardin, elle va être colonisée par les États-Unis et la Chine. Donc le grand risque aujourd'hui, s'il y a un motif d'inquiétude, peut-être pas de pessimisme, mais d'inquiétude, le grand risque aujourd'hui, c'est que l'Europe devienne une colonie, ou pour parler comme les économistes, et c'est tout à fait juste, un sous-traitant des États-Unis et de la Chine. Parce que la 3e révolution industrielle, elle est aujourd'hui américaine et chinoise et pas du tout européenne. Et le paradoxe ironique, hélas, Luc Ferry, c'était que la Chine était considérée pendant des années comme une sous-traitante. Exactement. La Chine, c'était le prestataire de services. Exactement. C'était le réservoir de prestations de services, exactement. Aujourd'hui, les Chinois, ils ont investi pendant les 20 dernières années massivement dans la formation d'ingénieurs, d'ailleurs beaucoup en France. Moi, à l'époque où j'étais ministre des universités, j'avais beaucoup d'étudiants chinois en France, et notamment dans les écoles d'ingénieurs. Et aujourd'hui, les BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont l'équivalent des GAFA américains, sont encore plus puissants que les Américains. Pour vous donner juste un chiffre qui est assez fascinant, Konrad Zuse, l'Allemand qui en 1937-38 invente le premier ordinateur, en tout cas la première calculatrice électronique,
Il est tout fier parce que son ordi est capable de régler, de résoudre une opération mathématique par seconde, même une racine carrée, ce qui est déjà formidable. C'est déjà pas mal, oui. Les BATX chinois aujourd'hui, ils ont des ordinateurs qui peuvent résoudre 140 millions de milliards d'opérations par seconde. 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc ça permet un traitement du big data, c'est-à-dire des masses de données. Eux, ils n'ont pas de protection de la vie privée, donc ils ont accès à toutes les données de leur population. Et ça permet évidemment de faire progresser l'intelligence artificielle de manière exponentielle. Et ça va dominer le monde. Et ça, l'Europe n'a pas pris conscience. Quand Macron annonce 1,5 milliard sur l'intelligence artificielle, d'abord c'est une fake news parce que c'était déjà budgété par Hollande, donc ça n'ajoute rien. Mais en plus, c'est une blague. Il faudrait 150 ou 200 milliards. Donc il faut une Europe resserrée à 10, une Europe, au fond, une Europe des nations de la vieille Europe, donc, mais qui arrête le dumping social et fiscal et qui soit capable d'investir dans cette Europe. Mais alors, justement, et ça vous le dites... Question de souveraineté. Absolument, nous, on va parler de tous les domaines que vous abordez avec Nicolas. Je vous suis, pardon. Et simplement... Je vous écoute. Comment faire, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est très bien, on est d'accord, comment faire d'abord pour l'harmonisation fiscale, sachant, comme vous le savez, que Bruxelles et le Luxembourg sont encore des paradis fiscaux pour le reste de l'Europe, exactement, faut le dire, alors que c'est l'Europe des 5, bien sûr. Et deuxièmement, à votre avis, c'est un geste politique, c'est-à-dire comment peut-on aujourd'hui, si on vous suit, Luc Ferry, ramener l'Europe à faire une Europe des 12 dynamique, forte et qui retrouve sa place. Alors, il ne faut pas casser l'Europe telle qu'elle est, parce que ce n'est pas possible. On ne va pas virer les gens, on ne va pas les dire, on n'a pas les moyens. Non, il faut soit faire un nouveau traité intergouvernemental comme le traité de Rome, le faire à 10 ou 12, en disant aux autres, vous rentrerez quand vous accepterez les règles de ce nouveau traité. Et donc, encore une fois, l'essentiel, c'est ce que dit Christian Saint-Étienne, c'est l'harmonisation fiscale et sociale, parce que là, pour l'instant, on se tire la bourre sur le plan fiscal et social, donc on organise la désunion européenne. Or, même si on n'est pas un pro-européen, il faut juste comprendre que dans le contexte des États-Unis et de la Chine, nous ne pouvons plus nous permettre d'être désunis. C'est pas une question de commerce et d'économie d'argent. C'est survie, quoi. C'est une question de survie. Ouais. Et c'est une question de survie d'une civilisation qui a quand même la civilisation. C'est une question de souveraineté. Paradoxalement, je suis pro-européen parce que je suis souverainiste. C'est une question de souveraineté parce que même sur le plan militaire, si les Américains voulaient clouer au sol notre armée, ils pourraient le faire parce qu'elle est bourrée de technologie américaine. Elle n'est pas européenne. Voilà. Et donc là, on a un vrai problème. Cédric Villani, dans son rapport sur l'intelligence artificielle, l'avait dit, mais je crois qu'on l'a obligé à retirer les chiffres, mais il faudrait un investissement de 150, 200 milliards. C'est en gros ce qu'investit la Chine tous les 2-3 ans, alors qu'elle est déjà très très en avance sur nous. Donc nous tirons la sonnette d'alarme parce que c'est une question de survie d'une gruppo qui a été celle... Moi, j'ai traduit les textes de Kant quand j'étais gamin, dans la Pléiade. Ouais. Kant le disait déjà, c'est la civilisation de l'âge adulte. Au fond, c'est la seule civilisation dans laquelle on traite les citoyens, hommes et femmes, comme des adultes. Et c'est à la fois la protection sociale d'État-providence et la liberté. Donc, on a inventé quelque chose d'absolument génial qu'on est en train de perdre si on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Et pour l'instant, nos politiques, l'élection européenne, ça se profile quand même très mal. Et ce qui est étonnant, c'est vrai, je relisais le bouquin que vous avez seulement de Georges Steiner, vous avez une certaine idée de l'Europe. Oui. C'est vrai que l'Europe, c'est l'Habeas Corpus, c'est Rome, Athènes, Jérusalem, c'est les noms des poètes et les scientifiques dans les rues, c'est le continent qui peut se traverser, il n'y a pas de désert d'Atacama ou d'océan. Et c'est fou parce qu'on a l'impression que cette Europe, mais justement, Luc Ferry, ça m'intéresse, le philosophe, est-ce qu'il n'y a pas quand même quel côté, et comme ça nous permet d'aborder les intellectuels un peu, pas seulement déclinistes, mais qui hurle avec le vent de la... du pessimisme, enfin. Voilà, du pessimisme, etc. Oui. Est-ce que d'où ça vient, cette espèce quand même, j'emploie ce mot, de masochisme européen ? Parce que, alors pour ce qui est du monde intellectuel, je le connais bien, c'est tous mes amis, mes camarades. La grande différence entre eux et moi, si je peux me permettre, mais je ne veux pas être mégalo ni critique, ils sont pas là. Bon, j'ai beaucoup d'estime pour Régis Debray, j'ai beaucoup d'estime pour Alain Finkielkraut, sont des amis. Bon, mais simplement, je pense qu'il y a une très grande différence entre eux et moi, c'est que moi j'étais gaulliste en mai 68, eux ils étaient gauchistes. Donc au fond, c'est leur monde qui s'est effondré. Et la seule chose qui est restée finalement, c'est la haine du libéralisme et de la modernité. Moi, je suis un disciple absolu de Victor Hugo. Dans Les Misérables, Victor Hugo, il est, pour reprendre les catégories de mon ami Régis Debray... Vous le citez là aussi. Voilà, je le cite dans tous mes livres, parce qu'il est à la fois libéral en économie et en même temps républicain en politique. Voilà, étatiste, gaulliste, si vous voulez, avant la lettre. Il y a cette petite phrase de Victor Hugo que j'adore, je le cite de mémoire, mais enfin, je cite à peu près, où il dit « Politique, deux problèmes.
Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir. Et il ajoute, l'Angleterre résout admirablement le premier problème, l'Angleterre libérale, industrielle avant la France. Elle produit de la richesse. Elle résout très mal le second problème, qui est le problème de l'égalité. Et donc, voilà, je pense que tout est dit. Il faut un État pour représenter l'intérêt général, le bien commun, mais il faut une société libérale pour produire les richesses. C'est d'une grande banalité, en fait. C'est juste du bon sens. Mais mes amis déclinistes ou déclinologues, eux, détestent le monde moderne. Moi, je l'aime quand même beaucoup. Ils détestent le libéralisme et je pense qu'on a absolument besoin du libéralisme pour produire les richesses. Et alors, justement, mais au-delà de ça, je parlais de masochisme ou de haine de soi. Oui. Parce que ça va au-delà aussi en Europe. Et je ne parle pas seulement des intellectuels. Oui. On a l'impression qu'on dit, voilà, tout est formidable, tout ce qui se passe à l'Est, au Sud, etc. Oui. est magnifique. Oui. Rappelez-vous, et je ne parle pas des maoïstes du 1968. Hein, oui. Mais je veux dire, on a l'impression que l'Europe, oui, bon, l'Europe, oui, d'accord. Mais comment il se fait, Luc Ferry, qu'on n'a pas réussi, Macron pas plus que les autres, mais il n'y a pas que Macron, les autres, à enthousiasmer pour l'Europe, à faire rêver de l'Europe, à faire de l'Europe une véritable mobilisation, je dirais, mentale, intellectuelle, existentielle presque. Alors peut-être parce qu'on n'a pas pris justement assez à corps et à cœur le thème que vous évoquiez en commençant, c'est-à-dire à quels enfants allons-nous laisser le monde, à quelle humanité on va laisser le monde. Au fond, la responsabilité de nous, les adultes, c'est la responsabilité du monde qui vient, c'est-à-dire le monde qui sera celui de ceux que nous aimons le plus, nos enfants. Et donc, quand on parle de ces enfants, c'est pas égocentrique, c'est pas la famille repliée sur elle-même, c'est l'humanité qui vient, nos enfants. Et donc, je pense jusqu'en 68, quand j'étais gamin, les deux foyers de sens politique, c'était la nation à droite. D'ailleurs, souvenez-vous, le journal des gaullistes s'appelait La Nation. Pierre Charpie, ça vous dit quelque chose ? Tout à fait. Peut-être très sympathique, d'ailleurs, un vieux gaulliste très sympa. Et de l'autre côté, tous mes camarades en 68 à Sancier, à la Sorbonne, ils étaient révolutionnaires, qu'ils fussent anarchistes, communistes. C'était tout ce que nous voulons, tout. Voilà. Et jouir sans entrave. Voilà. C'était la révolution à gauche et c'était la nation à droite. Je pense que ces deux foyers de sens ont fait aujourd'hui long feu et que ce qui vient à la place, c'est la question du monde qui vient. La question du monde qui vient, c'est la question de la dette. Est-ce qu'on va laisser une ardoise à nos enfants ? C'est la question de la guerre. Quelle dette ? 2300 milliards d'euros, quand même. Bon. Et c'est la question de la guerre avec l'islamisme, qui est très importante. Et de l'islamisation de la société française. Est-ce qu'on va leur laisser une société multiculturelle dans laquelle l'identité et la culture française seront noyées dans une espèce de mosaïque ? Bon, c'est une vraie question. C'est la question de la protection sociale. Est-ce qu'on sera capable de laisser à nos enfants de la protection sociale dans un monde mondialisé et ouvert à tous les vents, etc. Donc en fait, c'est pas du tout une question égocentrique, mes enfants, mes petits-enfants, mes chéris. Non, c'est la question de l'humanité. C'est une question de civilisation. Exactement. Et donc, si on avait mis en avant cette question pour les Européens, au lieu de dire nation, populisme ou progressisme, qui est, pardon de le dire, mais c'est vraiment une opposition complètement débile. Voilà, c'est pour les gens qui ont 3 cuits de bulot. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la place de l'Europe dans la 3e révolution industrielle. On est avec Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur avec Nicolas Bouzou de Sagesse et Folie du monde qui vient chez XO Éditions. Luc Ferry qui publie aussi donc Ulysse ou l'homme aux 1000 ruses et puis Thésée ou la loi du courage, collection La sagesse des mythes chez Glénat Jeunesse. À tout de suite. Opamapro.fr. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on retrouve l'invité de Berkov dans tous ses états, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur avec Nicolas Bouzou de Sagesse et Folie du monde qui vient chez XO Éditions. Luc Ferry qui publie aussi Ulysse ou l'homme aux 1000 ruses et Thésée ou la loi du courage, collection La sagesse des mythes, c'est chez Glénat Jeunesse. Alors je vous rassure tout de suite, auditeur de Sud Radio, ce livre Sagesse et Folie du monde qui vient, c'est pas Luc Ferry le sage, Nicolas Bouzou le fou ou le contraire. Non. Ils sont tous les deux en train de travailler. Ils ont creusé effectivement un certain nombre de choses. Et c'est passionnant parce que ça couvre effectivement tous les problèmes qui aujourd'hui sont les enjeux de ce monde, non seulement qui vient, mais qui est déjà là, effectivement, et qui est là de façon très très active. Alors, on a parlé des intellectuels. Je voudrais effectivement revenir, Luc Ferry, sur une question. Vous avez écrit sur le transhumanisme déjà. Vous avez reçu là-dessus, mais vous dites, vous parlez des réseaux sociaux
Et je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement, parce que ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé un peu partout en Europe, même Brésil, États-Unis, avec Trump, Bolsonaro, sans les mettre tous dans le même panier, dans le même sac, ce qui serait idiot. Mais il y a quelque chose, on a l'impression que ce populisme, qui est un mot valise, qui signifie tout et son contraire, mais il y a quelque chose qui est là et que les gens n'arrivent pas du tout à appréhender. Oui. Quel rôle joue-t-il, d'ailleurs, dans votre réflexion ? Alors, ce qui est très important dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est, je crois, peut-être l'essentiel, c'est que sur les réseaux sociaux, n'importe qui, n'importe quand peut devenir une source d'information. Avant, c'était les journalistes qui informaient. Là, c'est n'importe quel anonyme, éventuellement complètement délirant ou éventuellement manipulé, ou éventuellement manipulateur, caché derrière un pseudo, peut devenir une source d'information. Et la source d'information, qu'elle soit totalement fausse ou pas, c'est quand même pris pour une information. Et le système des retweets fait que c'est absolument incontrôlable. Ce qu'on appelle les mèmes, ces espèces de virus informatiques, ces espèces de rumeurs qui prolifèrent sur le net et qui deviennent complètement délirantes. On en a une en ce moment sur les Roms qui enlèvent les enfants, par exemple. On en a d'autres sur les vaccins. Ça produit les atrocités. Et ça produit des atrocités. Bon. Et donc, cette prolifération des retweets fait que la loi contre les fake news est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, techniquement, c'est à côté de la plaque. Parce que les retweets, vous ne pouvez pas les poursuivre. Donc, dès qu'un virus est parti sur la toile, sur les réseaux sociaux, ça se multiplie quelquefois, c'est des millions de fois, voire des milliards parfois, parce qu'il y a 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, par exemple, dans le monde. Eh bien, vous ne pouvez pas les stopper. Donc, c'est ça la nouveauté. À mon avis, ça a une conséquence qui est bonne pour vous, c'est que le vrai journaliste va devenir un garant important. Donc, il faut absolument revaloriser cette profession. Quand vous lisez, quand on écoute Berkoff, quand on lit Julliard, ou quand on lisait autrefois Dormesson, on pouvait être en désaccord. Mais on savait on savait d'abord à qui on avait affaire, donc c'est très important. Oui, et en plus, on savait que c'était pas n'importe quoi qu'on allait lire, même si c'était quelqu'un de droite ou de gauche et qu'on était en désaccord avec lui. Mais on savait ce qu'on allait lire. Ça pouvait pas être... Tandis que là, ça peut être vraiment et c'est n'importe quoi. Donc c'est la nouveauté de la chose. Mais alors justement, Luc Ferry, moi je vais vous faire non pas l'avocat du diable, mais des réseaux sociaux. Oui. C'est vrai ce que vous dites. En même temps, vous savez très bien que les fake news n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Ça existe depuis Gutenberg, ça existe depuis avant. Moi, je relisais simplement, nous n'étions pas nés, ni vous ni moi, et heureusement, la presse de 14-18. À côté, les réseaux sociaux, c'est la presse de propagande, mais qui a existé partout et qui existe encore dans les mainstream, dans les médias mainstream. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, moi je suis utilisateur, et ils ont aussi des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Vous voyez, je ne plaide pas contre ma paroisse, mais je trouve que souvent les journalistes, il y a une omerta sur un certain nombre de faits, que les réseaux sociaux donnent, après à chacun de faire le tri. Bien sûr qu'il y a le meilleur et le pire et le n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. C'est plus difficile de faire le tri quand on a affaire à des rumeurs anonymes. C'est l'anonymat qui pose problème, le fait que n'importe qui puisse être une source d'information. Autrefois, alors, premièrement, si on interdit le mensonge dans les campagnes électorales, autant interdire les campagnes électorales. Donc, je veux dire, c'est ridicule, la loi est absurde. Souvenez-vous de ce que racontait le Parti communiste quand nous étions gamins, et qu'il était à 20 ou 25%. Je crois qu'il est même monté à 28% dans certaines élections législatives ou municipales, je ne me souviens plus. Donc, en 68, c'était un déferlement de fake news à jet continu. Il n'y avait que ça. Il n'y a que ça. Et ne parlons pas du maoïsme. Ne parlons pas du maoïsme, voilà, de Maud Madoni et tant d'autres, et de Foucault, et de Philippe Solers, qui publiait le petit livre rouge dans tel quel, et qui trouvait ça génial. Et donc, même les meilleurs racontaient n'importe quoi. C'est pas ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la prolifération via le retweet et le fait que ça part d'une source. C'est viral. C'est viral et ça part d'une source anonyme. Quand Philippe Solers ou Foucault racontaient des conneries sur Mao, on savait à qui on avait affaire. On pouvait discuter avec lui. Et comme c'était d'ailleurs, c'est toujours un homme intelligent, on pouvait toujours s'opposer à lui. On critiquait, on disait, mais Philippe Solers, ça dit une connerie. Bon, moi, je lui disais, par exemple. On a fait un livre ensemble, c'est un ami, c'est pas le problème. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai qu'on pouvait dire, Foucault dit des conneries. J'ai écrit La Pensée 68, mais on s'adressait à quelqu'un. Tandis que là, vous vous adressez, la rumeur, elle est proliférante, elle est anonyme. Elle n'a pas de sujet. C'est comme aurait dit Althusser, c'est un procès sans sujet. C'est ça la nouveauté. Et donc ça, c'est évidemment très, c'est impalpable. Et donc
Il peut y avoir des choses formidables sur les réseaux sociaux parce qu'on peut dire que c'est une liberté extraordinaire, ça nous permet c'est des capteurs extraordinaires. En tout cas, voilà, j'allais dire juste un mot. Des capteurs. Voilà, ce sont des capteurs. C'est-à-dire que si je veux avoir une idée de l'opinion aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus, encore une fois, pour le meilleur et le pire, dans les réseaux sociaux qu'à la presse. Bien sûr. Sur la presse. Mais c'est malheureusement souvent pour le pire. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu penser, moi, ce que je croyais naïvement il y a 10 ans, c'est que ça allait être possiblement une nouvelle Aufklärung, une nouvelle nouvelle lumière, qu'on allait avoir à des vrais débats. La vérité, c'est un que... nouveau forum, quoi, un grand forum. Ouais. Exactement. Un Respublica. Oui, c'est ça, Respublica. La vérité, c'est que ça a été surtout un déferlement de haine et de rumeurs. Malheureusement, à 90%, dès que quelqu'un est en désaccord avec vous, c'est les menaces de mort, c'est la haine absolue, c'est les insultes à jet continu, ce qui fait que moi, j'ai fini par quitter Twitter et Facebook parce que ça me faisait perdre du temps. Mais je suis très content d'y être allé parce que c'est votre argument, je le partage. Ça m'a permis de voir un tas de choses que j'aurais pas vues dans le Figaro ou dans Le Monde. Voilà, moi, si vous voulez, en tant qu'observateur, j'apprends beaucoup plus aujourd'hui des réseaux sociaux, encore une fois. Mais alors, allons plus loin. Vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle, et vous n'êtes pas le seul, mais vous en avez parlé. Et vous dites, on a commencé par ça, sur la Chine et la Russie, etc. Oui. Mais comment faire, comment concilier, et ça vraiment c'est aux philosophes, l'identité française qui existe, c'est-à-dire que quelque part, vous le savez aussi bien que moi, Luc Ferry, beaucoup de gens aujourd'hui sont perdus, je parle des Français, enfin, parce qu'ils ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus qui ils sont. C'est-à-dire quand on en arrive, et pas seulement les électeurs du Front National disent « nous sommes chez nous ». On en arrive à que des millions de gens défilent en disant « nous sommes chez vous ». On dit « qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?» Vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous avez à le clamer? Ça veut dire qu'ils ne se sentent plus chez eux. Et comment concilier cette identité-là avec l'identité européenne et avec, effectivement, le monde qui ne doit pas être en guerre avec nous. Comment faire? Parce qu'il y a cette dépossession, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La dépossession, elle est liée au fait que le marché, avec la mondialisation, avec la deuxième mondialisation, disons celle des années 80, avec l'Internet, pour aller vite, donc plutôt les années 90, la mondialisation, le marché est devenu mondial. Regardons, on parlait de la Chine tout à l'heure, elle est là, elle est chez nous. Même des petits, l'équivalent d'Alibaba ou d'Amazon, Wish, vous avez tout le marché chinois qui rentre en France. Bon. Donc la mondialisation fait que le marché est devenu mondial, mais les politiques sont restées nationales, c'est-à-dire locales. Et par conséquent, elle n'embraye plus sur le cours du monde. C'est ça la dépossession démocratique. On est élu par nos concitoyens, mais on a à gérer le monde. Gérer le monde. Et donc, même si le président de la République était absolument génial et son ministre de l'économie génial, de toute façon, sa marge de manœuvre dans la mondialisation est relativement faible, pour ne pas dire infinitésimale. Donc, c'est pour ça que parce que je suis souverainiste et parce que je veux que la France retrouve du pouvoir, je pense que le seul moyen qu'elle y arrive, c'est avoir une espèce de fédéralisme à 10 ou 12, c'est-à-dire la vieille Europe de l'Ouest, parce que malgré tout, nous avons en gros les mêmes identités culturelles, historiques et politiques. On a eu des guerres entre nous, mais ça a créé des liens, paradoxalement. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, je parle l'anglais et l'allemand couramment, je me sens très européen, mais à 10 ou 12, je ne me sens pas européen du tout à 28. Mais Europe des Nations, quand même, Luc Ferry. Des Nations, pourquoi Europe des Nations? Parce que la solidarité nationale, elle est nationale. Je vais être très clair, c'est ce que je vais vous dire, ça paraît bête, mais c'est en vérité, c'est l'essence même de la chose. Le budget de l'éducation nationale française ou le budget de la santé, il est national, il n'est pas européen. Donc, notre solidarité, elle est nationale. Mais néanmoins, si nous avions une harmonisation fiscale et sociale, au lieu de nous tirer la bourre, nous pourrions avoir une politique commune, notamment en manière d'investissement dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le problème qu'elle va poser, et moi j'aimerais bien que mon ami Blanquer s'en saisisse ardemment, c'est la question de savoir comment rendre nos enfants, d'où le sous-titre de notre livre, complémentaires de l'IA et pas victimes de l'IA. Oui, c'est ça. Parce que pas dominés par l'IA. Pas dominés, bien sûr. Regardez, par exemple, en radiologie, il y a un article aujourd'hui dans le Figaro, très intéressant. Malgré ce que disent les radiologues, c'est un métier qui est mort. C'est-à-dire qu'il faudra un radiologue pour 10 radiologues d'aujourd'hui, parce que l'IA va 1000 fois plus vite et elle est beaucoup plus efficace que l'humain. Elle voit des choses, par exemple, quand on donne à un dermato à regarder la différence entre un mélanome, un carcinome, un grain de beauté, est-ce que c'est bénin ou malin? Il le voit tout de suite. Mais bien sûr, parce qu'elle voit 1000 points de repère de plus que le cerveau humain. Donc l'idée, c'est de rendre complémentaires nos enfants de ce monde. Et je vais vous dire le principe général, et si mon ami Blanquer nous écoute un jour, tant mieux. Le principe général, c'est que les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main
ne disparaîtront jamais parce que la machine ne les remplacera pas. Autrement dit, cuisinier, infirmière, jardinier, par exemple, directeur d'hôtel, coiffeur, ça ne disparaîtra pas. Parce que l'intelligence, l'affectif et le savoir manuel, la machine, c'est pas fait. Elle peut vous calculer des choses extraordinaires. Vous gérez un Uber ou vous gérez un Blablacar ou un Airbnb en quelques secondes, alors qu'elle va gérer des millions, des centaines de millions d'informations en quelques secondes. Mais pour casser un œuf et faire une omelette, elle est nulle. C'est clair. Et c'est pour ça que effectivement, et là on retrouve Luc Ferry, d'ailleurs vous en parlez, c'est que c'est l'art de vivre à la française. Hein. La manière de boire, les bons vins, les mets. Non mais c'est vrai, il faut pas oublier tout ça. Non, il faut surtout pas l'oublier. Et je comprends très bien que les gens se sentent aujourd'hui menacés dans leur culture et leur identité. L'insécurité culturelle, c'est une réalité. C'est pour ça que je suis pas du tout européiste, paradoxalement. Je pense que les critiques de l'Europe ont la plupart du temps plus raison que les défenseurs de l'Europe. Voilà pourquoi donc nous plaidons avec Nicolas Abouzou pour cette Europe de l'Ouest à 10 ou 12 avec une vraie harmonisation pour qu'on ait une politique de puissance. De puissance. En tout cas, à lire et à méditer. Merci Luc Ferry. On rappelle que vous publiez Sagesse et Folie du monde qui vient, c'est chez XO Éditions avec Nicolas Abouzou. Vous publiez aussi d'ailleurs Ulysse ou l'homme aux 1000 ruses et Thésée ou la loi du courage, collection La sagesse des mythes chez Glénat Jeunesse. Et c'est encore mieux. Voilà qui est dit. Merci à vous André Berkoff. Rendez-vous demain midi. Dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit Anne Lelaine, productrice et ancien mannequin. Bon après-midi sur Sud Radio. Merci à vous.